Il s'est passé quelque chose aujourd'hui que je veux vous exposer très soigneusement. Non pas parce que c'est compliqué, en réalité, mais parce que c'est remarquablement simple une fois qu'on voit l'ensemble du tableau. Et je pense que la plupart des gens vont passer à côté pour une raison très simple. La couverture médiatique va se concentrer sur le fait que Trump a prolongé le cessez-le-feu, sur le voyage annulé de Vance au Pakistan, sur les navires saisis. Tout cela est réel, mais il y a une phrase publiée aujourd'hui par les médias d'État iraniens qui me paraît plus importante que tout le reste. Et je veux vous donner les mots exacts avant d'expliquer pourquoi. La version musclée des salles de presse a toujours l'air magnifique, jusqu'au moment où la réalité demande une carte. Si leur territoire ou leurs installations sont utilisées par des ennemis pour attaquer l'Iran, ils peuvent dire adieu à la production pétrolière au Moyen-Orient. C'est le commandant de la force aérospatiale du corps, des gardiens de la révolution islamique, le IRGC, qui s'adressait aujourd'hui directement aux voisins arabes de l'Iran, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, le Qatar, Bahreïn, Fars News Agency, un média d'État affilié à l'Iran, a publié ce matin le contexte complet de cette déclaration. La liste des cibles de l'Iran s'est élargie. Elle ne comprend plus seulement des installations militaires, mais aussi de grands champs pétroliers et des raffineries partout au Moyen-Orient. Des sites ont été nommés explicitement avec leur localisation publiée. Aujourd'hui, des installations d'ExxonMobil et de Dow Chemicals à Jubaï, en Arabie Saoudite, le complexe de Yanbu sur la côte de la mer Rouge, d'une capacité de 250 000 barils par jour, l'oléoduc Habshan Fujairah, construit précisément pour contourner le détroit d'Ormuz, ExxonMobil Ras Laffan au Qatar, 146 000 barils par jour, Bapco à Bahreïn, 267 000 barils par jour, la raffinerie de Das aux Émirats Arabes Unis, le centre de stockage de Fujairah, la raffinerie d'Al-Ahmadi au Koweït, d'une capacité de 346 000 barils par jour, la raffinerie Satorp en Arabie Saoudite, 460 000 barils par jour, l'installation de Manifa, 900 000 barils par jour. Ce ne sont pas des menaces abstraites, ce sont des coordonnées, ce sont des installations qui, à elles seules, traitent des millions de barils de pétrole chaque jour. Et le commandant de la force aérospatiale du IRGC les a mis sur une liste publiée aujourd'hui, le 22 avril 2026, par les médias d'État. Maintenant, gardez cela en tête pendant que je vous donne le deuxième fait important de cette vidéo. La Chine n'a rien dit à ce sujet. Pas de conférence de presse, pas de compte rendu du ministère des Affaires étrangères, pas d'appel diplomatique à Téhéran pour demander de la retenue. La Chine n'a fait aucun commentaire sur la menace du IRGC de détruire l'infrastructure pétrolière de tout État du Golfe qui laisserait son territoire être utilisé contre l'Iran. Et je veux consacrer cette vidéo à expliquer pourquoi ce silence est, selon moi, le fait le plus important de la journée dans le Golfe. Pas la menace, le silence. Parce que la menace, c'est ce que l'Iran a dit. Le silence, c'est ce que la Chine dit aux États du Golfe au sujet de la suite. Et ce que la Chine leur dit, sans prononcer un mot, c'est qu'ils sont seuls. Pour un style politique qui confond le bruit avec l'effet de levier, le silence est un miroir brutal. Je veux d'abord expliquer ce que signifie réellement la menace du IRGC, parce que je pense qu'une bonne partie de la couverture médiatique la traite comme de la rhétorique. Ce n'en est pas. L'Iran a multiplié les déclarations d'escalade tout au long de ce conflit. Mais cette déclaration est catégoriquement différente des précédentes pour trois raisons. Premièrement, elle nomme des installations précises. Les déclarations précédentes du IRGC parlaient des ports du Golfe, des infrastructures pétrolières du Golfe ou plus généralement des approvisionnements énergétiques de la région. Cette déclaration désigne nommément l'installation de Manifa en Arabie Saoudite, la raffinerie Bapco à Bahreïn et la raffinerie d'Al-Ahmadi au Koweït. Cette précision n'a rien d'anodin. Lorsqu'un commandement militaire publie une liste de cibles avec des sites précis et leurs capacités, il communique un état de préparation. Il dit « Nous avons déjà fait le travail de ciblage, les coordonnées existent, la seule variable c'est la décision de les utiliser ». Deuxièmement, la condition est explicite et binaire. Si les États du Golfe permettent que leur territoire ou leurs installations soient utilisées par les ennemis de l'Iran, c'est à dire l'Amérique et Israël, leur production pétrolière s'arrête.
Ce n'est pas un avertissement à propos d'un futur hypothétique. L'Amérique utilise déjà des bases dans le Golfe. La 5e flotte américaine est basée à Bahreïn. Les forces américaines opèrent depuis le Qatar, le Koweït et les Émirats arabes unis. L'Amérique mène des missions en Iran à partir de bases réparties dans le Golfe depuis le 28 février. La condition posée par l'URGC est déjà remplie. Ce que le commandant dit, c'est que l'Iran a choisi pour l'instant de ne pas agir en fonction de cette condition. Ce choix peut changer. Troisièmement, le moment choisi. L'Iran a lancé cette menace après la prolongation du cessez-le-feu sans date de fin, après la saisie de 2 navires par la marine des États-Unis, après que Trump a qualifié la cargaison d'un navire saisi de cadeaux de la Chine, après que l'Iran a envoyé des drones contre des navires militaires américains en réponse. C'est pas l'ouverture d'une escalade. C'est l'échelon le plus récent d'une échelle que l'Iran grimpe depuis février, et chaque échelon est plus haut que le précédent. C'est le moment où l'argumentaire du camp Trump sort généralement un slogan, parce qu'un slogan coûte moins cher que le contrôle réel. Avant d'en venir à la position des États du Golfe, je veux ajouter une autre dimension à ce tableau que je trouve largement absente de la couverture médiatique, parce que la Chine n'est pas le seul pays dont le silence est stratégique ici. La Russie fait autre chose. Et à certains égards, c'est encore plus sophistiqué. La Russie a appelé l'Iran aujourd'hui. Lavrov et Arakchi ont parlé directement. Selon le compte rendu du ministère russe des Affaires étrangères, Lavrov a confirmé la volonté inébranlable de la Russie d'aider à résoudre la crise. Et selon le compte rendu par les médias d'État iraniens du même appel, l'Iran a confirmé qu'il était prêt à garantir le passage sans entrave des navires russes dans le détroit d'Ormuz. Les 2 pays ont échangé des engagements réciproques précis dans la même conversation. La Russie obtient une garantie sur Ormuz. L'Iran obtient un appui stratégique. Cet échange a eu lieu le même jour où l'Iran refusait publiquement toutes les invitations à négocier lancées par les pays médiateurs. Il faut lire cette asymétrie attentivement. L'Iran n'a pas dit oui au Pakistan, à la Turquie, à l'Égypte, ni à l'Arabie Saoudite. Mais l'Iran a déjà dit à la Russie ce qui passerait par Ormuz, peu importe ce qui arrivera avec le cessez-le-feu. La Russie n'est pas un médiateur neutre. La Russie est le protecteur de l'Iran. Et la Russie est positionnée de telle sorte que, peu importe l'issue de cette guerre, accord ou reprise du conflit, les navires russes passent par Ormuz et les revenus pétroliers russes continuent de profiter de la hausse des prix mondiaux. Les revenus pétroliers de la Russie ont presque doublé en mars. L'Agence internationale de l'énergie, l'IEA, l'a confirmé. 9,75 milliards de dollars en février sont devenus 19 milliards de dollars en mars, alors que les prix mondiaux du pétrole grimpaient à cause de la fermeture d'Ormuz. La Russie gagnait un demi-milliard de dollars par jour grâce à une guerre qu'elle ne combat pas. Et maintenant, la Russie a de l'Iran une garantie écrite. Ces navires transiteront par Ormuz quoi qu'il arrive. Si la guerre reprend, la manne énergétique russe se poursuit. Si un accord est conclu, la Russie s'est placée comme un acteur utile à qui l'on attribuera une part du mérite pour la stabilité. Dans les 2 cas, Moscou y gagne. Voilà l'architecture géopolitique qui entoure la menace du IRGC contre les sites pétroliers du Golfe. La Chine se tait, achète du pétrole iranien et offre une couverture diplomatique à l'Organisation des Nations Unies. La Russie appuie ouvertement l'Iran, encaisse des revenus exceptionnels et obtient des garanties sur Ormuz. Et les États du Golfe se retrouvent pris entre un parapluie sécuritaire américain qui est réel mais insuffisant et un axe Chine-Russie-Iran qui n'a aucun intérêt à voir cette guerre se terminer rapidement selon les conditions américaines. Je veux maintenant expliquer la position des États du Golfe parce qu'elle exige une certaine précision. L'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït, le Qatar, ces pays sont dans une position impossible, rendue encore plus impossible par chaque semaine de cette guerre. Ils accueillent des bases militaires américaines. Ils bénéficient de garanties de sécurité de Washington qui constituent la colonne vertébrale de leur architecture de défense nationale. Ils dépendent des systèmes américains de défense aérienne, du renseignement américain et de la présence navale américaine pour protéger leur infrastructure pétrolière contre exactement les menaces que l'Iran formule maintenant explicitement. Se détacher de l'Amérique n'est pas une option réelle pour eux.
La relation américaine est structurelle, ancrée depuis des décennies, liée à la fois à leur capacité militaire et à leur sécurité économique. Mais en même temps, ils voient l'Iran menacer leur production pétrolière, leur production précise, nommément. Et ils voient la réponse américaine à leurs inquiétudes rester insuffisante face à l'ampleur de la menace. Le Wall Street Journal a rapporté que l'Arabie Saoudite fait activement pression sur Washington pour qu'il abandonne le blocus, pas en douce, mais ouvertement, parce que l'Arabie Saoudite a été avertie en privé par l'Iran que si le blocus continue, aucun port de la région ne sera à l'abri. L'Arabie Saoudite a reçu le chef de l'armée pakistanaise et le Premier ministre a salué leur rôle constructif et appuyé le processus diplomatique parce que l'Arabie Saoudite a besoin que cette guerre se termine avant que la liste de cibles du IRGC ne devienne un ordre opérationnel. La version trumpiste de la stratégie a toujours l'air plus audacieuse au micro qu'à la table des assureurs. Les Émirats arabes unis ont arrêté 27 personnes cette semaine accusées d'appartenir à une organisation terroriste liée à l'Iran, ce qui a été confirmé hier. L'Iran a immédiatement condamné les Émirats arabes unis aujourd'hui. Cet échange a eu lieu le même jour où le IRGC nommait des installations pétrolières émiraties parmi ses cibles. Les Émirats arabes unis accueillent des forces américaines, arrêtent des agents iraniens et regardent en même temps des missiles iraniens être pointés vers leurs raffineries. Le Qatar accueille la plus grande base aérienne américaine de la région. Son complexe de Ras Laffan traite environ 10 milliards de pieds cubes de gaz naturel liquéfié par jour, soit environ 20% de la demande mondiale de gaz naturel liquéfié. Le IRGC a nommé explicitement ExxonMobil Ras Laffan dans sa liste de cibles. Le Qatar, comme tous les autres États du Golfe, essaie de rester à l'écart d'une guerre qui menace l'infrastructure constituant l'ensemble même de son existence économique. La raffinerie d'Al-Ahmadi, au Koweït, 346 000 barils par jour, a été nommée sur la liste du IRGC. Le Koweït pousse à la désescalade depuis la première semaine de la guerre. Bahreïn accueille la 5e flotte américaine. Bapco, la principale raffinerie de Bahreïn, est nommée sur la liste. Bahreïn ne peut pas retirer la 5e flotte, même s'il le voulait. La présence de cette flotte est précisément ce que le IRGC utilise comme justification pour viser la production pétrolière de Bahreïn. Ces pays ne sont pas libres de choisir la neutralité. Leurs bases sont déjà utilisées. Leur territoire fait déjà partie de l'infrastructure de cette guerre. Le IRGC le sait. La menace est conçue précisément pour leur faire sentir le coup de quelque chose qu'ils ne peuvent pas changer. Et c'est là que le silence de la Chine devient le fait central de la journée. Voici pourquoi le silence de la Chine est si important. La Chine n'est pas un observateur passif dans ce conflit. La Chine est le plus grand acheteur de brut iranien. Elle l'a été tout au long de cette guerre. Les données de suivi des pétroliers montrent que 7 millions de barils de brut iranien ont été acheminés vers la Chine depuis le 28 février. Le système de la flotte fantôme, des pétroliers avec transpondeurs coupés, des transferts de navire à navire en pleine mer, et paiements en yuan par l'entremise de banque hors du réseau SWIFT, fonctionne sans interruption. Les revenus pétroliers de l'Iran ont été endommagés, mais pas coupés. L'écart entre l'endommagement et l'effondrement, c'est l'écart que le système d'achat chinois maintient. La Chine a aussi mis son veto à la résolution du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies en avril, qui aurait encouragé les États membres à travailler à la réouverture du détroit d'Ormuz. La Russie a opposé son veto avec elle. L'Iran n'a même pas eu à mener cette bataille diplomatique. Elle était gagnée avant même d'avoir commencé. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a qualifié le blocus américain des ports iraniens de dangereux et irresponsables. La Chine a constamment appelé au dialogue et à la diplomatie et a réclamé la désescalade. Et l'ambassadeur de Chine à Islamabad a exprimé aujourd'hui son plein soutien et sa reconnaissance pour les efforts de médiation du Pakistan, le même jour où les médias d'État iraniens publiaient la liste de cibles du IRGC visant les installations pétrolières du Golfe. Un soutien complet aux médiateurs et le silence face à la menace. Cette combinaison n'est pas accidentelle, c'est une position. La Chine soutient le processus diplomatique parce que ce processus maintient le cessez-le-feu et permet aux navires chinois de continuer à circuler par Ormuz
La Chine ne dit rien au sujet de la menace iranienne contre l'infrastructure pétrolière du Golfe, parce que parler obligerait Pékin soit à condamner l'Iran, ce qui nuirait à une relation que la Chine construit depuis une décennie, soit à approuver la menace, ce qui créerait une confrontation avec des États du Golfe qui accueillent des investissements chinois de plusieurs centaines de milliards de dollars et fournissent 30% des importations chinoises de pétrole brut. Donc, la Chine ne dit rien et elle le fait très délibérément. Mais voici ce que ce silence communique aux États du Golfe. Il leur dit que si l'Iran agit en fonction de sa liste de cibles, la Chine n'interviendra pas diplomatiquement pour l'en empêcher. Elle n'appellera pas Téhéran pour lui dire vous êtes allé trop loin, elle ne publiera pas de déclaration condamnant des frappes contre l'infrastructure pétrolière du Golfe. Elle exprimera de l'inquiétude. Elle appellera à la désescalade. Et elle continuera d'acheter du pétrole iranien. Voilà ce que signifie le silence de la Chine. Non pas que la Chine appuie la menace du IRGC, mais qu'elle n'acceptera pas de payer un prix pour l'arrêter. Et pour les États du Golfe, cette distinction est le fait diplomatique le plus important de ce conflit. Je veux maintenant introduire un cadre d'analyse qui, selon moi, explique pourquoi ce moment est différent des menaces précédentes du IRGC. J'appelle cela l'échelle de la confiance. Chaque fois que l'Iran teste une limite et que les conséquences restent gérables, sa confiance à tester la limite suivante augmente. Chaque barreau de cette échelle repose sur le même soutien structurel. L'oxygène économique fourni par la Chine maintient l'Iran viable, peu importe la pression américaine. Et la couverture diplomatique de la Chine à l'Organisation des Nations Unies et dans les forums internationaux fait en sorte que l'Iran n'affronte jamais le type de réponse internationale unifiée qui l'obligerait à une véritable réévaluation. Regardez la séquence des barreaux. L'Iran a fermé Hormuz en février. L'Amérique n'a pas réussi à le rouvrir complètement par la force. C'est un barreau. L'Iran a accepté un cessez-le-feu, tout en continuant d'exiger des droits de passage et de restreindre la circulation. L'Amérique l'a accepté. C'est un barreau. Le IRGC iranien a contredit son propre ministre des Affaires étrangères lorsque celui-ci a rouvert Hormuz vendredi, avant de le refermer quelques heures plus tard. L'Amérique a quand même prolongé le cessez-le-feu. C'est un barreau. L'Iran a lancé des drones contre des navires militaires américains après la saisie du navire. L'Amérique a dit qu'il n'y avait pas eu de dégâts et a continué de négocier. C'est un barreau. Et maintenant, le commandant de la force aérospatiale du IRGC publie une liste nominative de sites pétroliers du Golfe. Le barreau, au-dessus, c'est le passage à l'acte. C'est à ce moment-là que le mythe du contrôle permanent commence à ressembler à une affiche de campagne abandonnée sous la pluie. Chaque barreau a été rendu possible par le même fait. Les achats de la Chine ont fait en sorte que le coût économique de la montée reste inférieur au coût économique d'une descente. L'Iran ne grimpe pas cette échelle par confiance militaire, son armée a été fortement dégradée. Il la grimpe par confiance stratégique, la confiance d'avoir un partenaire dont le soutien rend le coût de l'escalade supportable. Et le silence de ce partenaire aujourd'hui, pendant que l'Iran nommait 11 installations pétrolières du Golfe comme cible, est le signal le plus clair jusqu'ici de l'origine de cette confiance. Parce que les États du Golfe n'ont pas peur de l'Iran, parce que l'Iran serait militairement supérieur. C'est pas le cas. Les États-Unis bombardent l'Iran depuis 53 jours. L'aviation iranienne, une bonne partie de sa marine et des éléments importants de son infrastructure de missiles ont été dégradés. Mais l'Iran n'a pas besoin de supériorité aérienne pour frapper Ras Tanura, Jubaï ou le centre de stockage de Fujairah. Il lui faut des drones. Il en a des milliers. Il lui faut des missiles de croisière. Il en a aussi. Et il lui faut croire que les conséquences de son action seront supportables. Les achats de pétrole par la Chine donnent à l'Iran cette conviction. Tant que les revenus iraniens en provenance de la Chine restent intacts, l'Iran peut absorber le coût économique de presque n'importe quelle escalade. Tant que la Chine continue d'acheter et de se taire, l'Iran a l'oxygène nécessaire pour agir sur sa liste de cibles s'il le décide.
Voilà le piège dans lequel la Chine a placé les États du Golfe sans tirer un seul coup de feu et sans prononcer un seul mot. L'Amérique protège militairement les États du Golfe, mais elle ne peut pas les protéger contre la menace de frappe iranienne sur leur infrastructure pétrolière sans faire monter la guerre à un niveau que l'Amérique elle-même a indiqué ne pas vouloir. Et la Chine, le seul pays dont la relation économique avec l'Iran pourrait réellement changer le calcul de Téhéran, a choisi le silence. Les États du Golfe comprennent cela. L'Arabie saoudite agit ainsi parce qu'elle a fait le calcul. Si le blocus continue, l'Iran agit sur sa liste de cibles. Et si l'Iran agit sur sa liste de cibles, Ras Tanura, la plus grande raffinerie saoudienne avec 550 000 barils par jour, devient une cible potentielle. L'Amérique peut tenter d'intercepter les drones et les missiles, certains passeront, et la Chine dira qu'elle est très préoccupée par la situation et appellera toutes les parties à faire preuve de retenue. Pour le camp Trump, c'est généralement le moment de déclarer la victoire d'abord, puis d'expliquer les dégâts plus tard, si ce plus tard arrive un jour. Les États du Golfe sont seuls dans le sens précis qui compte le plus. Ils sont pas seuls militairement. L'Amérique est là, mais ils sont seuls stratégiquement au sens où le pays dont les décisions pourraient réellement modifier le calcul coût-bénéfice de l'Iran ne prend pas ces décisions. Je veux être précis sur les options réelles des États du Golfe parce que je pense que la couverture médiatique aplatit cela en binaire. Soit ils appuient l'Amérique, soit ils basculent vers l'Iran. Ni l'un ni l'autre n'est le vrai choix. Le vrai choix porte sur le rythme et la nature de leur pression sur Washington. Le fait que l'Arabie saoudite pousse les États-Unis à abandonner le blocus n'est pas un geste pro-iranien, c'est un geste pro-saoudien. Riyad calcule que le blocus, en maintenant une pression économique sur l'Iran, tout en donnant aux partisans de la ligne dure à Téhéran une justification intérieure, pour menacer l'infrastructure du Golfe, rend l'Arabie saoudite moins en sécurité, pas davantage. L'Arabie saoudite veut que la guerre se termine. Elle veut que la liste de cibles du IRGC devienne sans objet. Et elle croit que le chemin le plus rapide vers ce résultat passe par un accord, pas par l'escalade. Ce qui signifie que le chemin le plus rapide consiste à mettre fin au blocus comme prix à payer pour ramener l'Iran à la table. Les Émirats arabes unis sont dans une position un peu différente. Ils construisent discrètement des liens économiques avec la Chine depuis des années. Ils accueillent des infrastructures de Huawei, reçoivent d'importants investissements chinois dans leurs ports et ont pris soin de ne pas se positionner de manière explicitement anti-chinoise, comme le souhaiterait idéalement la politique étrangère américaine. Ce positionnement n'a rien d'accidentel. Les Émirats arabes unis ont passé des années à se couvrir parce qu'ils ont vu ce qui arrivait aux pays qui ne le faisaient pas. Et c'est précisément cet instinct de couverture qui les rend particulièrement sensibles au silence de la Chine. Si la Chine ne veut pas parler quand des sites pétroliers du Golfe sont nommés comme cibles, les Émirats arabes unis doivent préserver leurs relations avec Pékin indépendamment de ce que l'Amérique leur dit de faire. Le Koweït est dans un cas similaire. Le Koweït a historiquement essayé de maintenir des relations équilibrées à la fois avec les puissances du Golfe alignées sur l'Amérique et avec l'Iran. Sa géographie l'empêche d'ignorer l'Iran. Son infrastructure pétrolière l'empêche d'ignorer la liste de cibles du IRGC. La pression discrète du Koweït en faveur de la désescalade est le seul outil qui ne lui coûte rien. Le Qatar est le cas le plus complexe. Il accueille la plus grande base aérienne américaine de la région. Il héberge des efforts actifs de médiation pour la paix. Son complexe de Ras Laffan figure sur la liste de cibles du IRGC. Le Qatar ne peut pas retirer la base américaine sans détruire son architecture de sécurité. Le Qatar ne peut pas ignorer la liste de cibles et le Qatar ne peut pas non plus confronter la Chine, qui est un important client pour son gaz naturel liquéfié, au sujet du silence de Pékin face à cette menace. Le Qatar observe 3 pressions simultanées et tente d'utiliser son rôle de médiateur comme levier pour résoudre les 3 en mettant fin à la guerre avant qu'aucune ne se transforme en crise. Voilà le paysage stratégique que le silence de la Chine a créé. Chaque État du Golfe subit une pression qu'il ne peut pas pleinement gérer seul.
chaque État du Golfe sait que le pays dont les mots adressés à Téhéran pourraient réellement changer le calcul ne parle pas. Et chaque État du Golfe fait son propre calcul discret sur ce que ce silence signifie pour la relation entre les garanties de sécurité américaines et les relations économiques avec la Chine, comme architecture fondamentale de la stabilité dans le Golfe. Et ce silence, plus que la menace iranienne, plus que le blocus américain, est le fait qui reconfigure la manière dont les États du Golfe pensent à la prochaine phase de ce conflit. Regardez ce qui arrivera à la posture de l'Arabie Saoudite dans les prochains jours. Regardez si des États du Golfe qui ont publiquement soutenu la position américaine commencent à envoyer, plus discrètement, des signaux plus accommodants à Téhéran. Regardez si un État du Golfe approche discrètement la Chine pour demander une intercession diplomatique, des garanties ou un message à l'Iran selon lequel son infrastructure pétrolière doit rester hors limite. Cette conversation, si elle a lieu, ne sera pas annoncée. Elle sera visible seulement dans l'absence d'escalade et dans de subtils changements de langage diplomatique. Mais si vous voulez savoir pourquoi le Golfe se sent seul aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de regarder ce que la Chine a dit. Vous devez regarder ce que la Chine n'a pas dit. Ce silence est la réponse. Et dans le Golfe, en ce moment, ils l'entendent très clairement.